Très bon dimanche à tous. Voici notre sommaire. Depuis que vous avez des enfants, vous culpabilisez à l'idée de vous amuser sans eux. On en parle ce matin. Au programme ensuite, comment sensibiliser et parler à nos enfants des risques de harcèlement, d'attouchement. Quels mots choisir? Comment les sensibiliser, les armer, mais sans les alarmer? Ensuite, nous irons nous dépenser avec Nabil qui va tester pour nous un mur d'escalade. Et pour finir, de la prévention qui peut sauver des vies. Avant la survenue d'une crise cardiaque, le corps envoie des signaux d'alerte. Quels sont-ils? On vous dit tout ce matin. Bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout. À tout de suite. Merci à toutes et à tous pour votre confiance et pour votre fidélité. On se dit tout sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche matin. Je remercie, à commencer par vous, professeur Ahmed Bennis. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. La crise cardiaque prévient. Eh bien, c'est ce que nous allons discuter avec vous dans quelques instants. C'est très, très important parce que c'est l'une des causes numéro 1 de mortalité. Absolument, c'est la première cause de mortalité et de morbidité dans le monde. Dans le monde. Et elle prévient, n'arrive jamais par surprise. Il faut faire attention à quelques signes d'alarme que nous allons donner à nos téléspectateurs, que nous allons décoder pour eux. Professeur de cardiologie. Camélia Zakaria, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes psychologue, psychothérapeute. Et avec vous, ces parents et souvent ces mamans qui culpabilisent à l'idée de s'amuser sans leurs enfants. Oui. Donc, tout à fait, on va essayer de voir que c'est toujours possible de s'amuser avec et aussi sans ses enfants, sans pour autant culpabiliser. Et que c'est pas grave. Et c'est pas grave. Et que c'est pas grave, absolument. Docteur Sarah Waliallah, merci beaucoup d'être là. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Avec vous, un sujet, on va dire, plus délicat, moins évident à traiter. Comment parler aux enfants des risques d'harcèlement sexuel et d'attouchement? Quels mots choisir? Comment leur expliquer tout ça? À partir de quel âge? En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'émission. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Donc, on commence par quoi le dimanche matin? On commence par tout ce qui est développement personnel. Aujourd'hui, c'est avec vous, Camélia Zakaria. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, Camélia Zakaria. Merci encore une fois d'être avec nous. Donc, ces parents qui culpabilisent à l'idée de s'amuser loin de leurs enfants, c'est quand même récurrent. Nous avons eu beaucoup de demandes pour traiter ce sujet. Alors, justement, c'est ce qui a poussé nos équipes à aller faire un petit tour à l'extérieur, rencontrer différentes personnes, poser la question, on regarde et on revient en plateau. Très bien. Je prends des moments à moi parce que c'est important justement pour être en forme et pour bien jouer avec eux. Moi, je tente tout le temps d'y aller pour les enfants. J'ai fait un grand sacrifice pour mes enfants. Non, parce que là, à chaque fois, je leur donne leur petit moment. Donc, moi aussi, je dois avoir un petit moment pour moi. C'est normal de prendre des moments sans nos enfants. Je culpabilise pour les enfants. Et donc, en fait, on culpabilise, mais en même temps, on arrive parfois à sortir des petits moments. Ça, c'est, on va dire, dans le meilleur des cas, mais pour certaines personnes, c'est très difficile. C'est culpabiliser et rester à côté de l'enfant et ne rien faire sans lui. Tout à fait. En même temps, les témoignages sont parlants. On retrouve une dichotomie même au niveau du langage. Oui, j'ai conscience du fait que j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, mais en même temps, je culpabilise à l'idée d'en prendre. Donc, on est entre un entre-deux à ne pas savoir quoi faire. Donc, encore une fois, effectivement, on va avoir beaucoup de parents. Une fois qu'ils ont le statut de parents, parce qu'avant ils étaient d'abord genre, hommes et femmes, et ensuite on est couple conjugal, et par la suite on a le statut parental. Donc la fonction parentale va malheureusement, pour beaucoup de parents, prendre toute l'ampleur et toute la place. Donc on va avoir d'autres identités qui vont être diluées dans cette fonction parentale. Alors, on oublie que je suis femme, que je suis épouse, que je suis partenaire, mais que je suis uniquement et strictement parent. Donc on va avoir des personnes, à chaque fois qu'elles vont vouloir s'octroyer des moments de plaisir, se retrouver face à une culpabilité qui est d'abord culturelle, il faut qu'on se le dise à chaque fois il y a plusieurs maximes qui vont nous rappeler que si on fait des enfants, c'est pour s'en occuper et pas pour les donner à autrui. Que voilà, il faut passer beaucoup de temps avec ses enfants, sinon il risque de développer certaines carences affectives. Que si mon enfant il est en échec scolaire ou en difficulté scolaire, c'est parce que je ne passe pas de temps à côté de lui. Donc encore une fois, ce sont des codes d'abord sociaux et culturels qui vont encore une fois, plus on va le voir culpabiliser la maman
que le papa. Mais encore une fois, il y a conscience du fait que je dois m'occuper de moi, je dois avoir des temps et du plaisir pour moi, mais en même temps, il y a des enfants qui dépendent de moi et qui ont besoin d'avoir un temps. Alors, justement, la programmation de ce reportage, enfin, de cette émission, de ce sujet est venue à la suite de demandes de parents et surtout de mamans. Et certaines mamans disaient je sais que je dois le faire. J'envie les autres mamans qui arrivent à trouver du temps pour elles, qui arrivent à faire du sport, qui arrivent à s'occuper d'elles. Moi, je ne fais rien à part travailler et m'occuper de mes enfants. Je sais que ce n'est pas bon pour moi, mais je n'arrive pas à faire autrement. Oui, tout à fait, parce qu'encore une fois, tout dépend de ce qu'on entend par culpabilité. Elle peut être relative à tout un chacun. Maintenant, le rôle des parents, c'est d'abord une fonction éducative. Et on le sait, autant les tout petits ont besoin d'être dans nos bras, être portés, autant les plus grands aussi ont besoin d'être regardés, vus, appréciés, conseillés, pour être consolidés justement dans leur moi. Donc, pour qu'un enfant aille bien, et ça, encore une fois, toutes les missions vont vous le dire, pour qu'un enfant aille bien, il a besoin d'un contact fréquent avec ses parents. Donc, qu'est-ce qu'on entend encore une fois par contact fréquent? Est-ce que c'est dans la quantité? Est-ce que c'est dans la qualité? Et encore une fois, qu'est-ce que cela m'apporte d'être autant présente avec ses enfants ou un peu moins? Parce qu'encore une fois, certaines mamans sont plus disponibles que d'autres, aussi bien physiquement que psychiquement. Il ne faut pas l'oublier. On n'est pas toutes égales, puisqu'on parle des mamans, on n'est pas toutes égales justement devant la fonction de mère. Il y en a certaines qui ont besoin justement d'être un peu plus avec leurs enfants et d'autres non. Et encore une fois, ce n'est pas si grave que ça. Mais, voilà, ce n'est pas si grave que ça tant qu'il n'y a pas de sentiment négatif, tant qu'il n'y a pas de culpabilité. Tant qu'il n'y a pas de culpabilité. Maintenant, encore une fois, toute chose et tout contact, aussi bien avec l'école ou avec les grands-parents ou avec d'autres amis, peut nous faire culpabiliser par rapport au moment de plaisir que je peux m'octroyer. Élever un enfant, c'est vrai, cela demande de la disponibilité, de la présence, mais aussi beaucoup d'énergie. Et à un moment, on est épuisé, on a justement besoin de s'accorder des petits voyages, de s'accorder des sorties, parce que voilà, les voyages, c'est une fois la semaine des 5 jeudis, encore une fois. Il faut s'octroyer des moments pour pouvoir être un réservoir d'énergie, même pour les enfants, parce que ça peut aller des pleurs du tout petit que des confrontations avec les plus grands. Chaque phase éducative est importante. Maintenant, de cela, il y a aussi un sentiment personnel de devoir prendre soin de soi et que la fonction parentale ne soit pas diluée. Ok, mais ces parents, et ces mamans et ces papas aussi qui vont vous dire, très bien, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de voyager, on a besoin de sortir sans nos enfants, mais on n'arrive pas, on a du mal à les laisser, on a l'impression de les abandonner. Et donc, du coup, on se retrouve à partir en tribu, à sortir en tribu. C'est ça. C'est ça. C'est l'idée, encore une fois, c'est l'idée même que je me fais de la fonction parentale, qui n'est pas égale à tout un chacun. Donc, les enfants, effectivement, ils ont besoin d'une présence. Mais encore une fois, notre présence doit être sécure et il faut leur laisser justement l'occasion de pouvoir se développer et explorer leur milieu. C'est grâce à cela qu'ils vont s'autonomiser et être un peu plus séparés de nous. Donc l'autonomie, elle se gagne à différentes découvertes et différentes expériences. Les parents qui vont être dépendants aussi de leurs enfants et les enfants qui vont être dépendants de leurs parents, ce n'est jamais bon. Parce qu'encore une fois, le rôle parental, c'est quoi, in fine? Aider l'enfant à aller vers l'autonomie, mettre des limites et un cadre, mais surtout leur apprendre à tolérer la frustration sociale. Parce qu'encore une fois, à les surprotéger, je ne les laisse pas faire leur propre expérience et demain, ça va être un citoyen. Donc encore une fois, c'est le juste milieu, la juste mesure entre la culpabilité que je peux ressentir, qui peut être, encore une fois, vraie, comme qui peut être fantasmatique par rapport à ma fonction. Ils ont besoin de temps, oui, mais ils ont aussi besoin d'espace pour pouvoir grandir, exploser, pour l'adolescent, il faut qu'on se le dise, la crise d'adolescence, elle est encore connue, donc explorer leur environnement et se faire leur propre expérience. C'est encore plus compliqué pour ces parents qui travaillent beaucoup, notamment pour ces mamans qui travaillent beaucoup, finalement qui se retrouvent à bosser énormément, et à s'occuper de leurs enfants. Donc, quand elles ne sont pas au boulot, elles disent déjà je ne suis pas là. Et donc, quand je suis là, je dois être avec eux. Et donc, qui s'oublient forcément, qui oublient aussi parfois la position d'épouse, la fonction d'épouse, etc. Exactement. Donc, ce n'est pas dans la quantité de temps que je vais passer avec mon enfant, ce n'est pas moi qui ai inventé la maxime. Donc, c'est véritablement dans la qualité. Parce qu'encore une fois, on peut se retrouver avec des parents qui sont physiquement présents, mais psychiquement absents. Effectivement, elle est là ou il est là, mais qui ne partage absolument rien, qui n'est pas investi forcément dans les apprentissages scolaires, qui n'est pas là pour faire une transmission en termes de passion, de la musique, des jeux ou d'autres choses sociales. Donc, ce n'est pas dans le fait d'être présente physiquement, c'est dans la qualité du temps que je vais accorder à un enfant. Et encore une fois,
L'enfant, il suffit de lui dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Un enfant qui sait que sa maman travaille, il est au courant de ce qui se passe. Il sait pertinemment que sa maman n'est pas avec d'autres personnes ou là en train de s'amuser. Il comprend que sa maman travaille, que le soir, il peut la retrouver. Encore une fois, le fait de s'octroyer des moments de plaisir, ce n'est pas abandonner ses enfants. Ce n'est pas ça. Très souvent, quand on fait un voyage, on revient avec une meilleure humeur et on est beaucoup plus ressourcé. Voilà, beaucoup plus présent, encore une fois, psychiquement pour écouter ses enfants. Parce que très souvent, peut-être qu'on est un peu stressé. Vous savez, Camélia, vous avez des couples, des parents qui ne sont jamais partis en voyage sans leurs enfants. Tout à fait. Jamais, jamais, jamais. Tout à fait. Parce qu'encore une fois, on s'oublie dans cette identité, qui en est une parmi d'autres. On a des enfants, ça devient la priorité. C'est une bonne priorité, mais ça ne doit pas être la priorité. Parce qu'encore une fois, le pilier enfant, ce n'est pas le seul pilier qui va constituer ma personnalité et ma vie. Il y a le pilier du couple, il y a le pilier du travail, il y a la dimension familiale, la famille un peu plus élargie, il y a aussi la dimension sociale. On va se retrouver avec des femmes, par exemple, vous avez soulevé ce point-là, qui vont surinvestir le pilier enfant, qui va être le support justement de leur personnalité. Le jour où ces enfants grandissent, justement, ils vont partir. C'est ça. Et lorsque les enfants partent, ils laissent non seulement du temps et de l'espace, le seul pilier qui était support de ma personnalité qui s'effondre. Et justement, ma personnalité aussi, on se retrouve dépression avec une dépression, avec des mal-être, etc. Alors, professeur Ahmed Bennis, vous êtes un professeur de cardiologie, vous travaillez énormément. Vous vous retrouvez dans ce sujet-là, vous culpabilisez ou au contraire, vous dites c'est la vie, je bosse, oui, mais j'aime mes enfants, je prends du temps pour moi, pour mon épouse et aussi du temps pour mes enfants. Exactement. La thématique est extrêmement intéressante parce qu'il y a toujours cette relation qui s'établit entre le fait de devenir père, parce que c'est facile d'être papa, mais c'est difficile d'être un bon père, et d'être à l'écoute de son enfant et de l'accompagner dans son évolution. Mais ce que je retiens, c'est bien entendu de bien communiquer, bien entendu, de bien expliquer. Voilà, ça me paraît extrêmement important. Et de ne pas oublier qu'on a une fonction de père, mais aussi de quelqu'un qui vit aussi et qui a une vie à côté d'être humain. L'être humain que nous sommes. On doit s'accomplir dans les deux, d'être un bon père qui amène de l'affection, de la tendresse et de la présence et de la confiance à son enfant, et en même temps de s'accomplir, de pouvoir progresser dans sa vie. Absolument, c'est nécessaire. Alors, nous avons des questions de téléspectateurs. Une jeune femme, Maria, qui a 29 ans, qui nous dit « Personnellement, je profite dès que je peux pour me faire plaisir, mais j'ai l'impression que mon entourage attend de moi que je culpabilise. » On a envie de la faire culpabiliser, en fait. Exactement, c'est ce qu'on a dit à un certain moment. C'est-à-dire que la culture ou bien le microcosme familial peut avoir des questions ou des regards inquisiteurs par rapport au fait que je m'amuse, que mon enfant a à peine 6 mois ou 7 ans, etc. Et que je n'ai pas le droit forcément de m'amuser, alors qu'elle a tout compris. Elle a besoin justement de se ressourcer. Être parent, c'est être dans la bienveillance. La présence, elle est véritablement, aussi bien la présence que l'attention, doit être bienveillante. Pas à surprotéger l'enfant ou à être justement d'une présence physique peut amener, encore une fois, à développer d'autres pathologies, comme la dépendance. On a vu beaucoup d'enfants, une fois à l'école, avoir besoin justement d'une béquille physique qui soit constamment là, même aussi bien pour dormir que pour faire des activités, etc. Donc, c'est toujours salvateur, aussi bien pour les parents que pour les enfants, pour comprendre justement qu'il y a autre chose que cette relation parent-enfant. Et en fait, on a tous été enfants un jour ou un autre et on a tous aimé que nos parents partent et qu'on se retrouve un petit peu... Ça vous fait réagir aussi. On a tous un petit peu aimé ça, un moment se retrouver sans les parents, sans... Tout à fait. Bon, avec tout l'amour que l'on peut porter à ses parents, bien évidemment. Alors, Mohamed, qui a 31 ans, lui a une autre vision de la chose. Il dit voyager sans mes enfants, il faut être irresponsable pour le faire. Encore une fois, je ne peux pas porter un jugement. On est là pour discuter une thématique. Effectivement, il y a des parents qui peuvent culpabiliser à l'idée de s'octroyer des moments de plaisir. Maintenant, pour d'autres personnes, une fois qu'on a des enfants, ça devient, excusez-moi, la priorité des priorités. Les enfants sont un gouffre énergétique. Oui. Ils sont demandeurs, ça c'est un fait. Ils posent 1001 questions, ils ont besoin de présence, ils ont besoin de disponibilité, ils ont besoin de faire des activités, etc. Maintenant, le fait de voyager en couple ou bien tout seul permet encore une fois de pouvoir se ressourcer. Les enfants, à aucun moment, ne vont juger les parents en tant qu'irresponsables quand ils voient que papa et maman vont bien. Qu'à la maison, l'ambiance est sereine et qu'ils sont apaisés. Parce que les parents aussi peuvent être fatigués, peuvent être tristes, peuvent être dépassés par les soucis du quotidien et avoir besoin de prendre un peu de distance. Nous ne restons pas moins humains.
Absolument, absolument. Mais vous dites on n'est pas là pour juger. Bien sûr que nous ne sommes pas là pour juger. Mais en même temps, culpabiliser, c'est dommage finalement de laisser ce sentiment qui bouffe les personnes alors que... On est adulte aujourd'hui, on a toujours été content que les parents voyagent. Mais comme vous l'avez dit, l'adulte d'aujourd'hui, enfin le parent d'aujourd'hui, peut se permettre de respirer, peut se permettre de faire des choses loin des enfants pour revenir ressourcer vers les enfants. Et les enfants aussi. Aujourd'hui, les enfants ont besoin d'une attention bienveillante, mais aussi qu'on leur signifie que leur existence est importante pour nous et que leur présence est agréable. Si je suis avec mes enfants alors que je suis complètement déprimée, dépassée, triste, préoccupée, etc., est-ce que ma présence elle est bénéfique pour ces enfants? Absolument pas. Merci beaucoup, Camélia Zakaria. Merci. On continue l'émission ensemble. On va sur un autre sujet à présent. Docteur Sarah Waliallah, merci beaucoup d'être là. Le bien-être des enfants et des adolescents, c'est avec vous tout de suite. Allez, ce sujet, on va dire pas du tout agréable à traiter, mais il nous a semblé nécessaire de le programmer. Pourquoi? Parce que c'est une réalité, les agressions sexuelles, les attouchements sur les enfants sont là. Et quand on parle souvent de prévention, eh bien, ça passe par l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en parler aux concernés, à savoir aux enfants. Maintenant, en tant que parent, je vais vous le dire, en tant que parent, en tant que mère, je ne sais pas comment m'y prendre et beaucoup de parents ne savent pas quoi dire à leurs enfants. Et justement, on en parle avec vous ce matin. Comment sensibiliser les enfants au risque d'attouchement? Un micro-trottoir tout de suite. L'équipe est allée rencontrer différentes personnes, là encore de façon aléatoire, pour savoir ce qu'elles en pensent. Et puis également une discussion, une courte discussion avec une pédopsychiatre. On regarde. Un attouchement sexuel, c'est un geste à caractère sexuel qui peut être une caresse, un toucher à caractère sexuel, touchant des endroits qu'on devrait normalement respecter chez l'enfant. Ça existe dans toutes les sociétés, pas seulement ici au Maroc. Donc, il vaut mieux les éduquer, les sensibiliser, comme ça, ils auront une idée, ils parlent à leurs parents s'ils subissent ça à leur école ou bien dans leur entourage social, quoi. Les signes les plus fréquents qu'on retrouve chez un enfant qui a été victime d'attouchement sexuel, c'est des symptômes anxieux, de l'angoisse, des cauchemars nocturnes. L'enfant peut présenter des peurs et des phobies, devenir agressif, présentant une hyperactivité. Donc un ensemble de symptômes qui vont alerter les parents que le comportement de leur enfant a changé. Et donc là, c'est leur rôle de chercher ce qui ne va pas chez leur enfant. L'école doit sensibiliser les enfants. Nous, on n'est pas là, on est toujours au travail. Donc les enfants, toute la journée, sont à l'école. Donc on ne sait pas ce qu'ils font, on n'est pas avec eux. On reçoit en consultation des enfants victimes d'attouchements sexuels. Les personnes impliquées dans ces abus ou dans ces attouchements sexuels, des fois c'est des membres même de la famille, des fois c'est du personnel de l'école, mais ça peut être des étrangers aussi. Je pense qu'on ne parle pas très souvent de ce genre de sujet au Maroc, vu que c'est tabou. Du coup, je pense qu'on devrait plus s'ouvrir sur ce genre de trucs parce que ça existe. Parce que l'éducation, ça commence à la maison et à l'école. Les enfants victimes d'attouchements sexuels nécessitent une prise en charge psychologique et un accompagnement. La prévention reste la meilleure prise en charge. C'est pourquoi les parents doivent sensibiliser leurs enfants au risque d'attouchement sexuel. Alors voilà, nous sommes sur le plateau avec vous, docteur Sarah Waliallah, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, et justement on voit à travers ce micro-trottoir qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a une volonté d'avoir l'information, les parents sont demandeurs. D'abord, première question qu'on se pose, à partir de quel âge on commence à en parler à un enfant ? On commence à parler à un enfant de la sexualité à partir de la maternelle, 2 ans et demi, 3 ans. Les enfants sont capables de comprendre certaines notions, bien évidemment avec un langage qui soit approprié à leur âge. Alors justement, quand vous dites un langage approprié à leur âge, comment leur parler de choses de grands, de choses qui sont dramatiques même pour les grands, les attouchements, les viols? Comment en parler à un enfant, à un innocent, un petit être qui n'a aucune connaissance de toutes ces choses-là? En fait, l'idée déjà, avant d'aborder la dimension sexuelle, il serait convenable d'expliquer à l'enfant la notion de respect.
Parce qu'en fait, l'objectif final, c'est que l'enfant sache respecter l'autre et qu'il sache se défendre. Donc, il faut lui intégrer la notion de respect, respecter l'autre. Et pour qu'un enfant puisse déjà respecter les autres, il faut qu'il soit respecté lui-même. Si ses paroles, j'entends bien par les parents, si ses paroles ne sont pas respectées, un enfant ne pourra jamais apprendre le respect de l'autre, justement. Il faudrait aussi intégrer à l'enfant le système de loi. Il faut que l'enfant comprenne que ce n'est pas possible que n'importe qui peut nous bousculer, nous insulter ou nous voler. On ne pourrait pas vivre ensemble si c'est le cas. Il faut qu'ils comprennent que les lois ne sont pas là uniquement pour le priver de certains plaisirs, mais qu'elles sont là également pour le défendre, pour le protéger. Donc, comment on explique tout ça à un enfant dès la maternelle, vous dites, ou même avant, c'est-à-dire vers 2 ans et demi, 3 ans? Comment on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Vous avez par exemple une petite fille devant vous qui a 2 ans et demi, 3 ans, vous lui dites quoi, docteur? Il y a la discussion déjà, mais au-delà des discussions, il y a le comportement des parents déjà. Un enfant, il a son papa ou sa maman comme un exemple. Donc déjà, le papa devrait faire attention à tout ce qu'il dit, à la manière dont il se comporte avec les femmes. La maman aussi devrait faire attention à certaines choses. Elle ne devrait pas, par exemple, laisser son enfant ou embrasser son enfant sur la bouche. Elle ne devrait pas laisser Vous êtes son contre? enfant... Oui. Elle ne devrait pas laisser son enfant lui toucher la poitrine. C'est quelque chose que tous les petits garçons font. En fait, le corps d'une femme, c'est aussi le corps de la maman. Il ne faut pas que l'enfant ait l'impression que ce corps lui appartient. Mais c'est un petit enfant. Oui. Mais c'est son enfant, c'est son fils. Oui. Jusqu'à 2 ans, peut-être, elle l'a allaité. Et à 2 ans et demi, elle va lui dire « Ne t'approche pas de cette partie de mon corps ». À 3 ans, il faut qu'il comprenne. Il faut que la notion de pudeur soit là. Et ça s'apprend dès le plus jeune âge, oui. D'accord. Ensuite, comment on explique à un enfant qu'il y a des parties intimes que personne n'a le droit d'approcher? D'approcher, tout à fait. On va expliquer que les parties intimes, justement, que le corps de l'enfant lui appartient et que ces parties intimes, ils ne devraient pas être exposés et personne n'a le droit d'y toucher ou de les voir. Oui, mais en même temps, quand on lave son enfant, un papa peut donner le bain à son enfant, peut le doucher à sa fille, à son fils. Enfin voilà, justement, un papa et une maman, c'est la même chose normalement. Mais à partir d'un certain âge, le papa ne fera pas la douche à sa fille. Il pourrait peut-être le faire au garçon, mais pas à la fille. Quand vous dites à partir d'un certain âge, c'est-à-dire? À partir de 5-6 ans, la fille devrait comprendre que ce n'est pas possible. Mais ça ne rentre pas dans la tête de certains papas non plus. Vous en pensez quoi, professeur? Vous êtes un papa, justement, vous êtes avec nous. Vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'il faudrait faire de la prévention, il faudrait éduquer l'enfant. Mais vous, en tant que papa, est-ce que ça vous rentre dans la tête qu'on vous dise ne lavez pas votre fille? Ne la laissez pas se changer devant vous, par exemple, si elle est en maillot de bain? Je ne crois pas. Je crois que dans la mesure où on est dans la posture du père, qu'on apporte cet amour qui est affectueux et c'est un amour aussi de toucher, c'est un amour de plus et qui permettra à l'enfant de grandir. C'est l'intention qui est une intention de donner de l'amour, de l'affection, de la tendresse qui me paraît importante. Et la frontière entre ce qui est bien et ce qui est mal, à mon avis, on peut l'avoir. C'est-à-dire en éduquant l'enfant à certains gestes qui sont tout à fait prohibés, qui sont tout à fait interdits. Et ça me paraît extrêmement important que l'enfant puisse comprendre qu'il a une intégrité corporelle, qu'il a son corps, que ce corps soit respecté et qu'il y a certaines choses qui ne sont absolument, qui sont interdites. Alors, est-ce qu'il faut une discussion, entre guillemets, solennelle avec cet enfant? Aujourd'hui, je dois t'expliquer quelque chose, voilà ce qui peut arriver, ou bien, vous l'avez dit, donc c'est en observant bien sûr, mais aussi à un moment ou à un autre, il faut parler, il faut discuter avec cet enfant. Justement, il faut discuter, mais il faudrait aussi choisir le bon moment et le bon endroit. Là, ça serait, je vais trop attirer l'attention et la curiosité de mon enfant si je l'appelle pour lui dire j'ai envie de te parler d'un sujet important. Donc, je vais essayer de saisir toutes les occasions possibles pour que je puisse lui glisser un mot par rapport à ça. Par exemple, on va dire, je suis en train de regarder un film et il ne faut pas hésiter à commenter une scène qui s'est passée. Vaut mieux expliquer la chose et commenter la chose que laisser l'enfant imaginer et rester dans ses interprétations. Quand vous avez parlé tout à l'heure des parties intimes et du corps, je peux faire intégrer ça à l'enfant, par exemple, au moment du bain. Donc là, on pourra parler du corps, on pourra parler des parties intimes de son corps,
mais ça devrait être fait en douceur. En douceur, parfait. Alors, on a une petite pause de publicité. On revient pour la deuxième partie de cette émission. On a les questions de téléspectateurs. On va se détendre après ce sujet, on en a besoin quand même. On va escalader un mur avec Nabil qui va le tester pour nous, un mur d'escalade, pas n'importe quel mur bien sûr. Et on va parler aussi de crise cardiaque, mais le bon côté de la chose, à savoir la sensibilisation pour éviter la crise cardiaque. Voilà. On revient sur Médiane TV dans 11 Ito. À tout de suite. Et nous sommes avec vous sur Médiane TV dans 11 Ito, le retour du plateau de l'émission, différents spécialistes, professeur Ahmed Bennis, Camélia Zakaria et docteur Sarah Waliallah. Alors, nous avons parlé de ces parents qui culpabilisent constamment à l'idée de s'amuser loin de leurs enfants. Nous parlerons tout à l'heure de la prévention de la crise cardiaque. Nous ferons un petit peu de sport aussi. Et pour l'heure, on parle d'un sujet qui n'est pas du tout agréable à traiter. Même en studio, on va dire, c'est compliqué pour nous. Mais il faut le faire parce qu'il faut sensibiliser les enfants au risque d'attouchement et de harcèlement sexuel. Il faut savoir le faire en tant que parent avec des mots simples. À travers le micro-trottoir, on a entendu une maman dire c'est à l'école de le faire. Vous en pensez quoi, docteur Sarah Waliallah? Alors, pour revenir à la maman, en fait, c'est à l'école de le faire, mais c'est aux parents de le faire en premier. Mais effectivement, elle a raison. Depuis un moment, on a quelques écoles, heureusement, qui commencent à faire appel à des spécialistes, soit pour organiser des séminaires, pour pouvoir justement informer et sensibiliser les parents à l'importance et à l'ampleur du problème, pour pouvoir permettre aux parents d'avoir quelques techniques pour parler justement à leurs enfants. D'autres écoles, ils sont dans une autre approche, ils font appel justement à des spécialistes d'une manière hebdomadaire. Donc c'est pris au sérieux. C'est pris au sérieux. Mais malheureusement, pas toutes les écoles. Pas généralisé. Voilà. C'est pour ça qu'on en parle, nous, aujourd'hui, pour essayer de rentrer un petit peu dans les foyers de façon un peu plus massive. Camélia Zakaria, pendant le break, on a continué à en parler et vous avez dit il faut absolument profiter notamment, sans angoisser l'enfant, mais profiter de l'heure du bain pour dire à l'enfant, ton corps t'appartient dans le jeu. Tout à fait. Et vous avez dit, voilà, ton corps t'appartient, personne n'a le droit d'y toucher, à part maman, papa et le docteur. Et le médecin, tout à fait. Je rejoins ce qu'a dit le docteur Waliallah. Encore une fois, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, il est en mesure de comprendre certaines choses. Pourquoi est-ce qu'on choisit 2 ans et demi comme âge repère 3 ans? Parce que c'est à cet âge-là que l'enfant fait la différenciation des sexes. Il comprend que c'est un garçon ou là c'est une fille, et que l'autre aussi est différent. À partir du moment que je sais que je suis garçon ou fille, il y a aussi la curiosité sexuelle qui vient. Donc, ils commencent à se regarder les uns les autres, à essayer de se toucher, à essayer de comprendre. Quand ils voient un bébé à la maison et qu'on change les couches, ils essayent de jeter un petit coup d'œil. Donc, la curiosité sexuelle est là. Donc, on profite. Quand vous dites curiosité sexuelle, c'est-à-dire identité genre. Exactement, c'est pas du tout négatif. Donc, ça fait partie du processus de développement de l'enfant. Maintenant, encore une fois, on profite de l'instant de toilette ou de bain pour véhiculer certains messages à l'enfant sans être anxiogène. À savoir, tu sais, et on revoit avec lui le schéma corporel parce qu'ils le font déjà à l'école pendant cette période-là en moyenne section. Donc revoir avec lui et lui dire, tu sais, comment on appelle ce membre, comment ceci, comment cela, c'est ton corps. Personne n'a le droit de le toucher, sauf maman, papa et le médecin. Donc à chaque fois, il faut introduire qu'il y a possibilité qu'il y ait un étranger, justement, mais c'est le médecin pour éviter les crises de larmes que l'on voit quand on part chez le pédiatre aussi. Absolument. Alors nous avons une question pour vous, docteur. Il faut comprendre que ça reste quand même un sujet très tabou au Maroc. C'est Rabia qui a 42 ans qui le dit. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est encore tabou? Mais aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Et surtout, malheureusement, on en parle en termes de victimes, mais pas en termes de prévention. Est-ce qu'il arrive tout de même que des parents ramènent chez vous leurs enfants parce qu'ils soupçonnent qu'il y a eu attouchement, sévice? Oui, tout à fait. Et là, je dirais que c'est malheureux. En fait, comme vous venez de dire, l'important, c'est de prévenir. D'où l'importance de la communication. Chez un enfant à qui les bases de la sexualité ont été claires et nettes depuis le début, si jamais il est témoin ou lui-même victime d'agression ou d'attouchement sexuel, il pourrait en parler avec aisance. Alors qu'un enfant chez qui la sexualité n'a jamais été abordée, il restera dans sa honte. Mais vous, les spécialistes, lorsque vous parlez de sexualité, vous ne parlez pas d'acte, bien sûr. C'est pas de ça. C'est pas l'acte sexuel, pour être plus clair. Non, ce n'est pas l'acte sexuel. J'espère que les parents ont eu beaucoup d'informations dans ce sens-là. Aussi, il faut dire que les médias commencent à aider maintenant. Une émission comme la vôtre elle n'est certes pas destinée aux enfants, mais elle pourrait quand même, du moins je l'espère, sensibiliser les parents à en parler un peu plus. D'ailleurs, j'ai lu il y a quelques jours qu'il y a une série plutôt italienne
Et c'est une première mondiale qui est destinée aux enfants et aux ados, justement. Ça a été fait pour en les collaboration. protéger. Justement, elle est destinée à expliquer aux enfants comment identifier les personnes et les situations qui peuvent être justement dangereuses. Absolument. Eh bien, on reviendra au fur et à mesure sans angoisser bien sûr les parents, mais voilà, petit à petit, à travers différentes notions, parce que finalement, en tant que parent, on sait qu'il faut en parler, il faut protéger l'enfant, il faut le protéger, il faut l'armer, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quel mot choisir, on ne sait pas à partir de quel âge, on ne sait rien du tout. Merci beaucoup, Dr Salah Oueliala. Vous êtes psychothérapeute. Vous avez besoin de vous détendre un petit peu maintenant? Ça vous ferait du bien ou pas? Vous êtes... Absolument. Oui, quand même. Après ce sujet, assez difficile. Assez difficile, absolument. Ce qui aide souvent, c'est le sport. Exactement. Et on a testé pour vous le mur d'escalade. Nabil, on vous retrouve tout de suite. Salut Yasmine et bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'On a testé pour vous. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'escalade. Si ce sport sollicite énormément le corps et les capacités physiques, il faut savoir que le mental est déterminant. C'est un sport de dépassement de soi. Je vous en dis pas plus et je vais rejoindre Hamid qui va nous faire découvrir plus amplement cette activité. Alors, bonsoir Hamid. Bonsoir Nabil. Tu es responsable d'escalade au Club Alpin Français. Tout à fait. À quel âge on peut commencer à pratiquer ce sport? L'escalade, on le pratique à partir de l'âge de 7 ans. Et on peut aller jusqu'à 90 ans sans problème. Et avant que je teste, qu'est-ce que tu peux dire à nos amis téléspectateurs pour qu'ils viennent découvrir ce sport? Que c'est un sport qui est très complet parce qu'il nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Il nous apprend à confronter nos peurs. Il nous apprend à être face à la nature, à la respecter. Bon, moi j'ai un peu le vertige, mais combien tu paries que je peux monter tout en haut? Moi je suis même sûr que tu vas arriver en haut sans aucun problème. Ça marche? Ça marche. Allez. On y va. Bah alors Nabil, je vois que tu t'es changé. Je suis prêt. Eh bien c'est parfait. Maintenant on va t'équiper, comme ça tu vas pouvoir réaliser ton défi. Ça te va? Ça me va. Ok. Allez. On va commencer par mettre ce qu'on appelle un baudrier. Et là, je regarde, eh bien c'est parfait. Et à quoi il sert ce baudrier en fait? Alors le baudrier, c'est ce qui nous permet de s'attacher à la corde. Cette corde, elle est assez solide. La corde, elle peut s'y porter jusqu'à 2000 kg. Et en fait, c'est toi qui vas m'assurer, c'est ça? Tout à fait. Pour chaque grimpeur, il faut qu'il y ait un assureur. Je te fais confiance, Hamid. On peut y aller. Ça marche. Ça marche? Alors Nabil, ouais. Voilà la fameuse corde. D'accord. Donc maintenant, pour grimper en toute sécurité, il faut faire un nœud. D'accord. Ça s'appelle le nœud de 8. C'est un nœud qui se défait jamais. Voilà. Donc il n'y a aucun problème. On va regarder en haut si tout va bien. Et après, moi je vais t'assurer avec un panier. À partir de là, on est prêt. T'es prêt toi? Je suis prêt. Allez, vas-y. Allez Nabil. Là, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Tu crois? Ouais. Allez, 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 allez. Là, j'ai plus de force dans les avant-bras. Ah, mais tu vas y arriver là, c'est bon. Allez, pousse, c'est bien. Allez, un dernier pas. Pied droit. Hop. Touche le relais. C'est bon, c'est parfait. Je suis arrivé jusqu'au bout. Je suis mort, mais je l'ai fait. Je sens plus mes avant-bras. En tout cas, c'est quelque chose que je conseille à n'importe qui d'essayer au moins une fois dans sa vie. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'On a testé pour vous. Prenez soin de vous. J'arrive, Yasmine. Je t'avais dit que tu allais y arriver. T'es un vrai champion. Bravo Nabil et surtout repose-toi bien. Ça vous a donné envie? Quelqu'un a déjà testé? Camélia? Honnêtement non. Non. Jamais. Sarah? Non plus. Non, jamais. Docteur Benis? En sport extrême, j'ai fait du marathon il y a une dizaine d'années. Ouais. Ça donne envie ça quand même? Oui, ça donne envie. Je pense qu'il faut aller au bout de soi-même. Il faut explorer les limites de soi-même. Et je pense que ça donne plus de confiance en... Mais au départ, ça a l'air simple en fait. Quand on voit ça, on se dit c'est simple. Et puis au bout, il était complètement exténué. Ça se voit que c'est extrêmement physique aussi. Physique, oui. Ouais. Il faut le faire pour se donner une force mentale. C'est ça. Est-ce que ça... Alors, justement, est-ce que c'est une décharge pour le cœur?
ce type d'escalade, est-ce que c'est bon ou c'est assez fort pour le cœur? Je pense qu'il faut une préparation, il faut une période d'adaptation, parce qu'on va monter en altitude, on va peut-être manquer un peu d'oxygène, on va avoir un cœur qui va s'accélérer un peu, et donc on a besoin d'une période quand même d'adaptation. Même pour un mur comme ça? Ça me paraît assez statique, c'est pas un sport dynamique, c'est statique. Et puis il y a un peu, quand on monte, il y a un peu d'hypoxie qui peut s'installer. Il faudrait absolument y aller progressivement. Il ne faut pas lui dire ça, parce qu'il l'a fait, je crois, sans préparation. C'est bien, en tous les cas, il a bien fait. Merci beaucoup, docteur Ahmed Bennis, professeur de cardiologie. Restez avec nous. Notre santé, notre bien-être avec vous tout de suite. Et avec vous aujourd'hui, une crise cardiaque n'arrive jamais seule. Une crise cardiaque prévient. C'est ce que nous allons essayer de comprendre et de décrypter avec vous dans quelques instants avant de démarrer justement une explication générale sur la crise cardiaque pour mieux comprendre. On regarde. Ce qui est communément appelé la crise cardiaque, ce qu'on appelle en médecine l'infarctus de myocarde. Elle est due à une souffrance du muscle cardiaque. C'est une souffrance ischémique due à l'obstruction d'une ou de plusieurs artères nourricières par un caillot sanguin. Les facteurs de risque qui amènent à l'infarctus de myocarde sont généralement le diabète, l'hypertension artérielle, la cigarette, les dyslipidémies ou les hypercholestérolémies, l'obésité ou la sédentarité. Il y a aussi l'âge. D'abord, il y a la douleur thoracique. Cette douleur qui est type d'oppression thoracique ou de type pesanteur, ils ont une irradiation vers la mâchoire ou vers l'épaule gauche ou vers le bras gauche. Il y a aussi d'autres symptômes accompagnateurs qui sont un type de sueur, des nausées, vomissements. Il y a les étourdissements et les vertiges qui peuvent aller jusqu'à la syncope, qui est une perte totale de connaissance. Il y a aussi une respiration qui est courte, c'est-à-dire le patient il a des difficultés à respirer. Quand un patient a une douleur thoracique, le premier examen qu'on fait, c'est un électrocardiogramme. Cet examen qui est simple et facile à pratiquer nous permet déjà, à prime abord, d'avoir des signes électriques qui nous orientent vers l'existence ou non d'un syndrome coronarien. Ensuite, il y a un dosage sanguin d'un paramètre qui est la troponine, ou la troponine ultrasensible. Alors ce paramètre, quand il est élevé dans le sang, il témoigne d'une souffrance des cellules cardiaques. Après le process de cette prise en charge en urgence, les patients vont, en fonction de leur gravité, être transférés soit en unité de soins intensifs cardiologiques, soit transférés en unité de réanimation, où ils vont être pris en charge, et c'est à ce moment-là que le cardiologue va prendre le relais. Alors justement, l'urgentiste renvoie vers vous, professeur Ahmed Bennis, vers vous, vers votre spécialité, vers le cardiologue. Alors, l'urgentiste expliquait à l'instant différents symptômes, douleur thoracique, respiration difficile. Ça, on va dire à la limite, pour la douleur thoracique, c'est un signe qui est évident. Mais il y a des signes qui sont plus subtil, plus caché, notamment ce problème de respiration qui peut être parfois confondu avec une crise d'angoisse chez certaines personnes. À partir de la quarantaine, quelqu'un qui a une douleur thoracique intense et prolongée, qui va irradier dans le dos, qui va irradier dans la mâchoire inférieure, qui va s'accompagner de nausées et de vomissements, est en règle générale un signe d'alerte cardiaque. Le vrai message, c'est de aller consulter très rapidement. Okay. Parce que la vraie urgence qui tue, c'est l'infarctus du myocarde. Ça veut dire que une artère du cœur a été bouchée par un caillot. Ça, c'est le principal symptôme. Et en général, les patients disent que j'ai une douleur thoracique comme ça, intense et prolongée. Et avec ce geste-là, on a une grande sensibilité, d'ailleurs l'image le montre, on a une grande sensibilité que ça peut être un signe d'infarctus du myocarde. Donc le réflexe, c'est de ne pas se dire « je n'ai rien, c'est une petite grippe, c'est passager ». C'est passé. C'est passé. Il faudrait Parce que ça passe. Ça passe en général. Ça. Et d'ailleurs, quand on réinterroge les gens qui ont été ressuscités de mort subite, qui ont été réanimés, ils disent en général dans les semaines avant, ils ont eu cette alerte qui est la douleur thoracique. Le problème,
En fait, vous n'avez pas ressuscité, vous avez réanimé. Réanimé, c'est ça. Voilà, réanimé, ça s'appelle aussi de la ressuscitation cardiaque. D'accord. Donc voilà. Et à partir de là, donc, quand on réinterroge les gens, ils ont dit qu'ils ont eu cette douleur thoracique, qu'ils n'ont pas fait attention. Donc ça veut dire que le corps envoie un signal, le cœur envoie un signal d'alerte. Parce que autant il y a plusieurs causes, autant la cause la plus importante auquel on pense en premier, c'est l'infarctus du myocarde parce que ça tue rapidement. Mais la douleur thoracique est parlante. Et parlante. Très bien. Par contre, les autres signaux d'alarme sont moins parlants. Moins parlants. Parce que c'est pas forcément. En fait, on n'a pas forcément la douleur thoracique plus les autres. On peut avoir l'un ou l'autre. On peut avoir des problèmes de respiration. On peut avoir une légère douleur thoracique qui peut carrément être confondue avec des remontées gastriques. Alors, on peut avoir des signes, en particulier chez les femmes, parce que la symptomatologie chez la femme est un peu moins explicite. On peut avoir des douleurs parfois vagues, une sensation de mal-être, une sensation de sueur, parfois une sensation de fatigue anormale, une chute de tension, un malaise. Mais comment parfois, on peut penser à ça, à la crise cardiaque? Alors justement parce qu'il faut y penser, en particulier chez des populations à risque. La quarantaine, plus de 40 ans, quand on a quelqu'un qui a... Forcément, à plus de 40 ans, on est à risque. On est à risque. Même si on a une bonne hygiène de vie? Alors, si on fume, si on a de l'hypertension artérielle, si on a du cholestérol, si on a du diabète, et surtout si on a une hérédité coronaire, un père qui est décédé avant 50 ans ou une mère qui a eu un infarctus avant 60 ans. Ça, on a des populations à risque. Et plus on a ces facteurs de risque, plus ça augmente la probabilité d'avoir un infarctus du myocarde. De même pour les femmes qui ont fumé et qui ont pris la pilule, qui constituent une population à risque. Donc, à partir de la quarantaine, tout symptôme qui montre que le corps et le cœur n'est plus en équilibre et que ce sont des sensations anormales, avec une fatigue anormale, une douleur disparate, des palpitations, un essoufflement, tout ça, ça peut alerter vers une crise cardiaque et donc en général, il faudrait aller consulter. Alors, on a combien de temps pour réagir? Alors, quand il s'agit du vrai infarctus du myocarde, c'est dans les 6 heures, parce que ça peut tuer rapidement quand on a un infarctus du myocarde. Pourquoi? Parce que l'obstruction des artères du cœur peut entraîner une défaillance du cœur et le cœur va gonfler et il va se dilater, il ne pourra plus réagir, il ne pourra plus répondre aux besoins. Il va y avoir une défaillance cardiaque, de l'insuffisance cardiaque. Comme on peut avoir des troubles du rythme du cœur qui peuvent remporter très rapidement le patient, c'est-à-dire on peut avoir une fibrillation ventriculaire, une tachycardie des ventricules, des arythmies au niveau du cœur. Donc, et aujourd'hui, on a pu triompher, médicalement parlant, parce qu'on a ramené la mortalité des infarctus du myocarde quand ils sont diagnostiqués avant la 6e heure jusqu'à moins de 2% de mortalité. C'est énorme. Il y a 30 ans, c'était du 30% de mortalité. Mais aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on sait les diagnostiquer rapidement, on sait rapidement mettre en œuvre les premiers moyens de réanimation, de mettre les traitements qui vont désobstruer, ouvrir l'artère coronaire et de protéger le cœur. Ok, mais une personne qui ressent ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dirige vers les urgences? Il faudrait absolument avoir un premier contact médical. D'ailleurs, les différentes recommandations des sociétés savantes disent qu'il faut que le premier contact entre la douleur thoracique et le médecin soit inférieur à 1h30. Voilà, c'est donc on a le temps de réagir très rapidement. Quand on n'habite pas loin, quand on n'est pas dans une région reculée, lorsque... C'est pour ça qu'il faudrait repenser à ce problème en termes de santé publique, en termes de santé générale. C'est-à-dire qu'il faudrait absolument créer des structures qui puissent accepter le patient rapidement quand il y a une douleur thoracique. Les urgentistes le savent, les cardiologues, les médecins le savent. Mais la difficulté, c'est de pouvoir rapidement avoir accès à ce médecin. Parce qu'une fois le médecin a le patient devant lui, le diagnostic est facile. Électrocardiogramme, examen biologique. Et dès qu'on a fait le diagnostic, on déclenche un processus de prise en charge rapide qui va pouvoir ouvrir l'artère obstruée. Mais professeur, justement, lorsque la personne arrive dans un service d'urgence, et nous savons comment les services d'urgence sont souvent saturés, cette personne arrive souvent, et heureusement, sur ses 2 jambes. Et donc a l'air d'être parfaitement en bonne santé. Est-ce que le fait que justement on se dit cette personne n'a rien, on s'en occupe plus tard, est-ce que ça retarde la prise en charge et donc ça retarde le sauvetage de la personne? Le personnel médical est sensibilisé à prendre rapidement en charge la douleur thoracique, plus les patients vont être très rapidement, plus le diagnostic... Mais si ce n'est pas une douleur thoracique, parce que la douleur thoracique, à la limite, elle est parlante. Elle sauve la personne. Mais pour les autres symptômes? Pour les autres symptômes, c'est en termes de stratification, c'est-à-dire
plus la personne cumule les facteurs de risque, plus il a un symptôme comme une douleur atypique, des palpitations, un truc qui passe, plus il faut faire absolument attention. Mais concentrons-nous sur le plus urgent, c'est la douleur thoracique. Parce que dans la majorité des cas, l'infarctus du myocarde, c'est la douleur thoracique intense et prolongée qui va irradier dans le dos, dans la mâchoire inférieure. Et en général, ce sont des patients qui ont eu dans le passé une douleur qui va survenir à l'effort. Alors ça commence comme ça, c'est de l'angine de poitrine. C'est-à-dire qu'on a une douleur thoracique qui va survenir à l'effort, à la montée d'escalier, à la montée d'une côte, qui va imposer l'arrêt de l'effort, qui va céder alors, et progressivement, cette douleur va devenir instable. Ailleurs, la douleur peut être inaugurale. Le patient n'avait rien auparavant, et puis tac, on a la douleur thoracique. Et en général, on a un certain nombre de personnes qui disent « Oui, tel monsieur, il a eu une crise cardiaque, il est mort ». Mais quand on réinterroge l'entourage, on a eu des alertes avant. On a eu des alertes avant. C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour ces alertes-là. C'est pour sensibiliser les gens. Toute douleur thoracique chez quelqu'un de plus de 40 ans qui fume, qui a du diabète, qui a du cholestérol, de l'hypertension, il faudrait absolument consulter. Surtout lorsque la douleur dépasse 15 minutes, lorsque elle dure quand même. Elle peut durer plus de 15 minutes. Alors, nous avons des questions de téléspectateurs. Alors, Mehdi, 23 ans, se demande comment expliquer le fait que de plus en plus de jeunes sportifs, même professionnels, font des crises cardiaques. Parfois, on les voit s'effondrer carrément sur des stades. Alors, les sportifs, en particulier les sportifs de haut niveau, ce sont des gens qui font quelque chose qui n'est pas physiologique, extra-physiologique. C'est-à-dire qu'ils dépassent les capacités du corps. Donc, ils vont dans des performances extrêmement élevées. Et ça suppose que le cœur et le système cardiovasculaire est tout à fait normal. Or, chez certains professionnels, parce que l'incidence des morts subites n'est pas énorme, c'est 1 à 2 sportifs pour 100 000 pratiquants. Ce sont des gens, un sportif qui meurt est un cardiaque méconnu. Ce sont des sportifs qui ont une pathologie cardiaque qui est cachée. Et à l'occasion de ce sport extrêmement astreignant, extrêmement dur, ça déclenche la fibrillation ventriculaire. Ça peut être des maladies cardiaques, des muscles trop gros, ça peut être des troubles du rythme cardiaque, ça peut être des maladies du ventricule droit. Donc en général, ce sont des cardiopathies. C'est pour ça qu'on insiste, nous insistons, que tous les sportifs de haut niveau qui font un sport de plus de 8 heures par semaine doivent absolument avoir un examen clinique complet, un électrocardiogramme, pour pouvoir dépister s'ils n'ont pas de cardiopathie qui peuvent exposer à la mort subite. Et, bien entendu, toujours chez les sportifs, on a des règles d'or de la pratique sportive, les 10 règles de la pratique sportive d'or, c'est-à-dire de ne pas faire de sport en période de fièvre, en période de grippe, commencer doucement, attention à la douleur thoracique, aux palpitations, attention en période de vaccination, ne pas faire de sport quand il fait trop chaud ou trop froid, ne pas fumer. Voilà, c'est des règles d'or de la pratique sportive. Alors, une dame se pose cette question, j'ai perdu ma mère suite à une crise cardiaque, est-ce que c'est héréditaire? Mariam a 48 ans et voilà ce qu'elle vous demande. Oui, Mariam, la crise cardiaque peut être héréditaire. En particulier lorsqu'on a eu un père qui a perdu la vie subitement avant 50 ans ou une mère avant 60 ans d'un infarctus. C'est différent, homme-femme? Vous dites 50 ans, 60 ans? Absolument, parce que les crises cardiaques sont un peu plus tardives chez les hommes. Chez les femmes? Chez les femmes et un peu plus précoces chez les hommes. Et par conséquent, lorsqu'on a ce contexte-là, on a une hérédité, on a un surrisque. Ça ne veut pas dire qu'on va faire l'infarctus du myocarde. Si on a un risque, ici avec ce risque, on fume, on a du diabète, du cholestérol, et on ne fait aucune activité physique, et on a de l'hérédité, il faut faire un peu attention. Et dans ce cas dont parle Mariam, il faudrait absolument consulter à partir de la quarantaine, avoir des bilans réguliers, faire un examen clinique, un électrocardiogramme, et éventuellement une épreuve d'effort pour pouvoir dépister précocement s'il y a quelque chose à faire. Alors, ce n'est pas du tout une émission agréable pour un dimanche matin, j'ai l'impression. Entre la crise cardiaque, les attouchements sur les enfants, on n'a pas du tout un quotidien. Et la culpabilité parentale aussi. Et la culpabilité parentale, absolument, on ne peut pas les laisser comme ça quand même. On fait de la prévention. On fait de la prévention. Voilà, c'est tout aussi bénéfique. Oui. Se relaxer et apprendre en même temps. Se relaxer, apprendre en même temps, mais sans les angoisser. Ça aussi, c'est important. Oui, professeur. Ceci dit, quand on a une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire, on a discuté tout à l'heure, quand on ne fume pas, quand on mange sain, quand on n'a pas de surpoids, quand on a une bonne hygiène de vie, ça prévient aussi bien contre les maladies cardiovasculaires, les infarctus, et contre les cancers aussi. Et aujourd'hui, on a démontré
dans des études médicales qu'on peut gagner jusqu'à 6 ans, 8 ans de vie en termes de quantité de vie et de qualité de vie quand on a une bonne hygiène de vie. Alors Camélia, je vous laisse le soin de dédramatiser tout ça pour nos téléspectateurs, parce que consommer de l'information, une information qui peut être anxiogène, c'est pas bon non plus. C'est clair que par rapport au sujet de ce matin, alors on va essayer de se retrouver. Est-ce que je culpabilise moi aussi par rapport à mes enfants, ou est-ce que je fais bien est-ce que je communique convenablement avec mes enfants, et est-ce que je suis à l'écoute de mon corps aussi? Est-ce que je n'ai pas un cousin éloigné ou un parent qui est décédé justement d'une crise cardiaque? Maintenant, encore une fois, c'est à ça que sert ce genre d'émission. C'est à faire de la psychoéducation, mais aussi de l'éducation par rapport à sa santé physique. Des difficultés, on en a toujours eu, aussi bien sur la sphère familiale ou la sphère corporelle. Maintenant, par rapport à ce qu'a dit professeur Benis, même nous, dans notre cabinet, on peut recevoir des patients qui vont venir consulter pour un trouble anxieux et qui peut être annonciateur justement d'une cardiopathie. Au contraire, ce n'est pas parce que j'ai un trouble anxieux que forcément j'ai une cardiopathie, mais en tout cas, ça reste quand même un motif à aller consulter, à aller voir un spécialiste. Absolument. Surtout quand on a une douleur thoracique. On se rattrapera une autre fois, oui, on vous amusera toute la matinée. Voilà. L'escalade, voilà, pour amuser, l'escalade. Et vous savez que le chagrin n'est pas bon pour le cœur, en particulier pour les femmes. On a discuté. Le chagrin peut parfois tuer. C'est pour ça que le fait d'être heureux, d'être en bonheur, d'aimer ceux qui nous entourent. Profitez de votre dimanche, allez vous balader, profitez de votre famille, prenez un bon petit déjeuner, prenez un peu de ce qu'on vous a dit et vivez, absolument, la vie est ça. Et dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Que vous les aimez, absolument, voilà. Et prenez soin de vous, de vos enfants. Soyez heureux, voilà. Je crois qu'on n'a jamais été aussi motivés de conclure une émission. Toute occasion est bonne à prendre. Toute occasion est bonne à prendre, absolument. Merci infiniment d'avoir été là. Professeur Ahmed Benis, professeur de cardiologie, Camélia Zakaria, psychologue, psychothérapeute, et docteur Sarah Waliallah, psychothérapeute également. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Amusez-vous bien, profitez de votre journée, de vos enfants, croquez la vie à pleines dents, faites-vous plaisir et on se retrouve prochainement. Au revoir.